Bonsoir à tous déjà et une petite présentation succincte pour vous présenter. On va parler de communication ce soir. Dany, c'est à toi? Bonsoir. Déjà, comme tout le monde ici, je suis plongiste et j'ai été président de club et pour la partie communication, donc j'ai été correspondant de presse pour mon quotidien régional pour la partie tennis de table, entre autres. Et puis, j'ai été pendant plusieurs années rédacteur pour France Tennis de Table. Donc, j'ai à mon actif beaucoup de compétitions nationales, deux Coupes du Monde et puis plusieurs CEJ, championnats d'Europe jeunes. Rédaction, création de photos aussi, c'est ça, je crois. Alors, sur les compétitions nationales, on faisait tout. Sur des tours de critérium, sur des finales nationales, etc. Ils envoyaient une personne, donc on faisait de la photo. Bon, moi, c'était plus le texte, ce qui fait que sur les grosses compétitions comme les CEJ, par exemple, j'ai fait toutes les CEJ que j'ai fait, c'était avec Clémence Augorbe. Les Coupes du Monde, c'était Michael Klug. Voilà. Mais bon, oui, la photo, j'aime bien, mais je suis pas, j'ai pas le niveau des photographes que je viens de citer. Bonsoir tout le Ok. monde. Et toi, Alexis, alors? Présente-toi, Eh s'il te ben, je laisse Olivier déjà se présenter, je me présente juste après. Ah, c'est gentil, je te remercie. Donc, Olivier, éducateur sportif tennis de table, notamment dans le département des Deux-Sèvres, et correspondant de presse pour le Courrier de l'Ouest et de temps en temps pour Ouest France. Voilà. Bon, on a Ok. un commentaire de Quentin Philippe, que je salue, qui dit du beau monde ce soir. Oh, le Quentin. Olivier, tu le connais. Et toi, Alexis, présente-toi, s'il te plaît. Eh ben écoute, Alexis, du ping-pong depuis que j'ai une dizaine d'années, je joue et je fais beaucoup de photos, de vidéos, pas mal de reportages sur des thèmes qui me tiennent à cœur et partout pour tout le monde. Des jeunes, des vieux, des débutants et des pros. Voilà, donc un peu partout en France. Voilà. On connaît tous tes vidéos. Moi, je t'ai connu par ton travail, hein, d'abord. Et puis ensuite, on a créé un lien. Alors, d'habitude, Alexis, tu es plutôt mon comparse pour ce genre de vidéo. Mais là, ce soir, comme tu es un expert aussi en la matière, tu seras animateur et aussi invité. Voilà. Avec plaisir. Le premier sujet, parce que la communication, c'est un sujet assez vaste, c'est un mot qui souvent il fourre-tout. En entreprise, ça veut tout et rien dire d'ailleurs. Le premier palier de communication dont je voudrais parler, c'est la communication des clubs, que ce soit en interne ou en externe. Et c'est là que tu as ton rôle à jouer aussi, Alexis, à travers des vidéos. Comment ça fonctionne en fait? Comment les clubs te contactent pour faire parler d'eux? Tu peux nous expliquer? Bah écoute, soit je les contacte, soit eux me contactent, hein, c'est dans les deux sens, hein. Je joue aussi mon commercial. Mais ils me contactent quand, en général, ils voient qu'il y a des contenus qui sortent. Ils peuvent se dire, bah tiens, ça peut être intéressant, nous aussi, qu'on parle de nous. Et parfois, c'est sur des thèmes très particuliers. Ça peut être l'ouverture d'une section ou une section sur laquelle ils veulent communiquer. Ça peut être sur, je te dis au hasard, Alzheimer, par Ouais, exemple. d'accord. Ouais, C'est ouais. très, très à la mode et du coup, bah, c'est vrai que les sections aiment bien communiquer ou alors ça peut être une présentation de club, mais souvent c'est sur quelque chose de particulier, un point particulier. D'accord. Tu Voilà. choisis un angle en fait, quoi. Oui, toujours. Je pense que dans tout club, peu importe le niveau, il y a toujours des choses à raconter. Mm. Que ce soit un petit club, un gros club, il y a toujours des histoires, des personnes où c'est important de mettre en avant, de faire connaître, sortir de l'ombre. Il y a parfois des gens, on ne veut pas les mettre dans la lumière, mais parfois c'est la volonté aussi du club ou d'un bureau de dire, bah, nous, on a quelqu'un, on a quelque chose à montrer. Et c'est une plus-value en plus pour le club et on sait qu'il va y avoir bah, le monde pongiste qui va pouvoir voir quelque chose qui se passe chez eux, ou alors plus en local, bah, la mairie ou le conseil régional, la région, qui va voir qu'il se passe quelque chose au sein d'un club. Voilà. Et moi, je vois souvent tes interviews, notamment, ça va être avec un dirigeant de club ou un entraîneur, ou ça va être un joueur aussi qui se confie. Alors, bizarrement, comme jamais il s'est confié à personne, il m'est arrivé, comme je me rappelle d'Andrea Landrieux, où j'ai entendu, il parlait de sa blessure, notamment, c'était assez touchant.
ou Alex Robineau aussi, qui revient de blessure et qui avait vraiment pas eu de chance. Comment tu prépares tes questions en amont? C'est par rapport à l'angle que tu auras choisi ou c'est des questions que t'inspire ton interlocuteur ou tu peux nous dire ça, comment tu prépares? Je pense que déjà, quand tu réalises que ce soit une vidéo de manière générale, il faut raconter une histoire. Et une histoire, c'est un début et ça a une fin. Et du coup, sur tous les sujets, il faut trouver effectivement un angle d'accroche. Si tu veux, j'ai la chance de pouvoir faire des sujets plus ou moins longs. Le sujet lambda d'un journaliste qui va passer à la télé, c'est notamment le cas, c'est ce qu'on voit avec les Lebrun, c'est Ouais. que tout va bien, tout est rose, tout est beau, on est 18 et 30 mondial. En gros, c'est ça. Moi, ce que je vais aimer, c'est aussi voir les difficultés. Par exemple, chez les Lebrun, on va jamais parler des difficultés qu'ils ont eues pour arriver à ce niveau-là. De la souffrance physique que, par exemple, Alexis a été blessé, on n'en parle pas. Voilà, on va en parler, mais en privé. Et pourtant, je trouve que une histoire, elle est belle, justement, quand tu as eu des montagnes à gravir et que derrière, tu as réussi. Voilà. Donc, il est vrai que sur les joueurs dont tu as cité, Alexandre, par exemple, c'est venu comme ça. Et puis, au mesure de ses blessures, je me suis dit, tiens, ça peut être un sujet intéressant à traiter puisqu'on n'en parle jamais. Ouais. Et ça peut servir à d'autres aussi. Ouais. Et du coup, on est parti sur ça plus que de dire, je m'appelle Alexandre Robineau, je suis numéro temps français et il y a d'autres choses. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui connaît des difficultés. Je vais plus parler de ses difficultés du haut niveau et du quotidien que son niveau, voilà, parler de ses performances actuelles. Voilà. Tu travailles aussi avec des marques, Oui, tout à fait. récemment pour la fédération aussi. De temps en temps, oui. Je suis en freelance, donc je travaille avec qui veut travailler avec moi. Voilà, donc avec un peu tous les acteurs de nos sports, club, comité, ligue, marque, voilà, exactement. Alors, on va franchir juste un nouveau palier parce que ces clubs-là se plaignent parfois qu'on communique pas assez sur leur sport, enfin notre sport, le tennis de table, par rapport au football, au rugby. Alors, il y a des sélections qui sont faites par la presse. Comment se passe la relation, Olivier, entre la presse? Moi, je me rappelle t'avoir eu de vive voix pour te communiquer les résultats. Après, en plus, on s'était fait torcher en national contre Torigny-Fouillard et voilà, tu fais une petite interview du capitaine d'équipe sur son ressenti, ce qui s'est passé en termes de résultats. Toi, Olivier, c'est plus sur la vitrine du sport en général? Dis-nous. Alors, je suis spécialiste tennis de table comme nous tous aujourd'hui, hein. Donc, dans le département des Deux-Sèvres, c'est moi qui couvre quasiment tous les événements pongistes. Et hélas, on couvre de moins en moins. C'est-à-dire que maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le niveau national et le reste, on s'en fout. Désolé, hein, c'est comme ça. Hein. Ouais. Alors qu'avant, on couvrait tous les, il y a 10, 15, 20 ans, on couvrait tous les événements départementaux. Par exemple, tu connais bien la finale du Grand Prix Jeune, quand il y avait 200, 300 gamins. Il y avait des pages entières, tu sais, les grands journaux, c'est pas les petits journaux, c'est les grandes pages entières, des photos, machin. Ouais. Maintenant, c'est plus possible, quoi. Je pense que c'est pour tout le monde pareil, pour tous les journaux pareil. La pagination est réduite. Il y a 2 pages de sport, régional, national, départemental. Donc, imagine, il reste en départemental, il reste même pas une page, quoi. Est-ce qu'en Deux-Sèvres, il y a toujours, je me rappelle du lundi matin où je prenais mon café et je regardais les résultats du week-end. Aïe, aïe, aïe. Tous les résultats de la nationale jusqu'à peut-être la PR, peut-être même des départementaux. Ouais, il y avait départemental avant. Ça existe encore, ça? Non. Ah. Non. Il y a plus de place. Après, c'est pour une raison économique, évidemment. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, ça paraît quand il y a de la place, il peut nous rester national, PN, R1, mais c'est tout. D'accord. Et est-ce que vous êtes sollicité par les clubs qui peuvent eux-mêmes écrire leurs articles et vous les envoyer, par exemple? Ça fonctionne, ça? Non. D'accord. En Charente, on le faisait. Hein. Ouais, mais alors si tu veux, ça se fait plus. Parce que moi, j'ai des contacts, tu sais bien, dans le département de Deux-Sèvres. Donc, je le fais directement. Après, s'ils ont besoin de moi, ils m'appellent. D'accord. Mais je rédige toujours et non. Okay. Puis, on a de moins en moins de place. Hein. Je ne vais pas redire la même chose à chaque fois, mais bien sûr, c'est catastrophique.
Ok. Parce que pour replacer les choses dans leur contexte aussi, Olivier, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant le Covid, c'était lui qui avait monté l'opération Sauve ton ping avec les t-shirts. Bon, ben, tu vois, quelques années après qu'on est encore vivant. Donc, tant mieux. Oui, 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 on est là. Et il y a même des clubs qui se développent encore. Je crois que nous, Saint-Sébastien, on a pris quelques licenciés en plus par rapport à l'avant Covid. Donc, le sport attire. Euh, Par contre, qu'est-ce qui fait que dans la presse, il y ait de moins en moins de place pour le tennis de table et, enfin, vous avez toujours le même nombre de pages, euh, Non, 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 non? on n'a plus le même nombre de pages. C'est ça le problème. Ah ouais, Voilà, le problème, c'est qu'au lieu d'avoir, je vais dire une bêtise, mais 10 pages, on va en avoir ouais, 6. Et le lundi, au lieu d'avoir 4 pages, on va en avoir 2. Et la semaine, on va en avoir qu'une. ok. Donc, c'est pour ça que maintenant, on parle moins de tennis de table. Même si on essaye nous, les bourgistes, de faire des efforts. Je pense que Dany et puis Alexis font la même chose. Mais c'est hyper C'est pareil compliqué. chez tout le monde au niveau des journaux, c'est-à-dire que tout le monde a réduit, c'est ça le nombre de pages? Oui, 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 c'est Oui, pareil. West France, c'est pareil. Je bosse un peu pour eux de temps en temps, bon, pas dans le tennis de table, hein, mais c'est pareil. Oui, oui, c'est dans tous les quotidiens, quoi. Mais c'est une tendance nationale depuis 20 ans. Les ventes de journaux chutent. Faut pas le ouais. dire. Et c'est pour ça que les journaux Internet. réduisent leur nombre de pages. Hein. C'est pour une Ou raison passe en aussi. numérique? Ouais, c'est ça. Ouais. Et passent en numérique également. Les gens lisent de plus en plus les informations sur Internet et achètent de moins en moins les quotidiens régionaux. Hein. C'est pas faux, mais il faut penser à nos anciens Ah qui oui, non, je suis lisent tout du à fait Oui, c'est papier, vrai, d'accord. ouais. qui lisent que du papier et qui achètent le journal, ben, c'est que les anciens. Ouais, content de le Mhm. lire, ouais. Et les jeunes, bah oui, 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 comme nous, on est tous jeunes. Hein. Donc, le numérique, ça nous dérange pas. Et Mais, parfois, c'est la raison économique qui l'emporte, mais très ce qui laisse souvent. à penser aussi que c'est une tendance qui va s'aggraver, puisque nos anciens, en disparaissant, euh, les jeunes n'ont pas forcément l'habitude de lire les quotidiens régionaux ou nationaux. Non, c'est vrai. Ils regardent sur Internet, boum. Allez, je me connecte sur West France, Ouais. Corée de l'Ouest, Nouvelle République, tout ce que tu Oui, veux. tout à fait, ouais. Alors, c'est totalement vrai ce que tu dis, Dany, sauf, moi, je me souviens de certains événements. Je dirais pas France 98 parce que, enfin, pour la Coupe du Monde de football, mais notamment en 2018 où les gens ou Charlie Hebdo à l'époque, des attentats malheureusement, où les gens ont acheté le support papier, mais en qualité de collectionneur, pour avoir le support et le garder avec eux, chose qui n'est pas vraiment possible avec le numérique, mais il y a cet aspect physique et matériel du journal par rapport à un événement. Je reviens vers toi, Dany, parce que tu disais que tu étais correspondant pour Mhm. certains événements. Alors, on pourra en discuter. Et tu étais aussi rédacteur pour France Tennis de Table Oui. à l'époque. Et on adorait ce journal. Il était envoyé à tous les clubs, je crois. Alors, On a... avant que j'arrive, je crois que à une époque, il était obligatoire pour les clubs Ah, d'avoir un voilà, abonnement France Tennis de exactement. Table. Ok. Oui, une Et affiliation et ouais, fallait faire voilà. effectivement un abonnement. Et après, ça a été abandonné cette obligation. Et donc voilà, ça Ouais, restait. financièrement, ça. Mais j'adorais ce journal parce que, ben, alors à l'époque, il n'y avait pas d'internet, on n'était pas abreuvé de vidéos et autres. Donc quand tu voulais voir les résultats de Montpellier à l'époque, bah, il fallait aller sur France Tennis de Table et tu voyais des photos, tu voyais Stéphane Lebrun, tu voyais Anne Boileau. Moi à l'époque j'étais fan, donc ravi. Voilà, c'était notre journal d'équipe, mais spécifique au tennis de table. Et donc tu participais à la rédaction de ce journal. C'était en lien avec la Fédé, non? Enfin, c'était la. Oui, bah en fait, c'était le magazine de la Fédération française. D'accord. Il était totalement fait par des membres de la Fédé, hein, d'ailleurs. Hein. Moi, j'y étais parce que j'étais pongiste. J'étais président de club avant tout, joueur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, toutes les semaines, j'avais ma demi-page dans le journal de la Haute-Marne. Et c'est le président du comité départemental de Haute-Marne qui m'a dit, bah écoute, ça serait peut-être bien que tu viennes à une réunion, c'était en Alsace, je crois. C'était avec Bernard Simonin, qui à Oui. l'époque était à la Fédé et qui était responsable de France Tennis de Table. Donc, au début, je n'ai pas trop compris. Donc, il m'a emmené pendant 3 jours en Alsace
j'ai rencontré Bernard Simonin et puis il me dit, bah voilà, il me dit, Serge, Rudy m'a dit que tu avais des idées. Je dis, ah bon? Euh, et donc je lui dis oui, France Tennis de table. À l'époque, il y avait des gros pavés, énormément de textes. Mais je lui dis, il faut éclater un petit peu les articles, rendre ça un peu plus lisible, un peu plus sympa, avec des interviews, beaucoup plus d'interviews, s'intéresser aux joueurs, aux gens. Je rejoins tout à fait Alexis, justement, sur les interviews. C'est très bien de parler des résultats quand tout va bien, mais également parler de la vie du joueur, des difficultés qu'il peut rencontrer. Et puis également, je lui ai dit, il faut rajouter des anecdotes, des choses comme ça. Et ça lui a bien plu. Il me dit, bah écoute, il me dit, viens faire un essai. On a les Euro Mini Champs bientôt en Alsace. Donc j'y suis allé. Et puis, bon, j'avais déjà l'habitude d'écrire des articles, hein, ça faisait déjà plusieurs années. Et puis, j'ai rencontré le président de la Fédé qui s'est rendu compte aussi que je parlais plusieurs langues, ce qui peut être intéressant sur les compétitions internationales. Et dans la semaine, quand ils ont reçu mon article, Bernard m'a téléphoné, il me dit, bah écoute, il me dit, ça t'intéresserait de faire les interviews pour la Coupe du Monde? Alors, demander à un fan de ping, moi c'est pareil, je joue au tennis de table depuis que j'ai 7-8 ans, si ça l'intéresse de venir faire les interviews des meilleurs joueurs du monde. Bon, j'y attends, je regarde mon agenda. Et voilà. Et donc, c'est parti comme ça. Et ça a duré, je sais pas, 8-10 ans où j'ai écrit. J'ai eu mes rubriques également, où on s'intéressait pas uniquement au tennis de table international et national, mais aussi aux meilleures progressions du mois. Donc, tous les mois, je faisais l'interview de la meilleure progression. Donc là, ça intéressait aussi des gens de club. C'est-à-dire que la meilleure progression, ça pouvait être un gamin qui était passé de 650 à 750. C'est d'ailleurs plus facile de passer de 650 à 750 que de 2000 à 2200. Voilà. Et ça, c'était intéressant justement de zapper entre un joueur international, interviewé le lundi Créanga et puis le mardi un joueur de club, quoi. Donc, alors justement, c'était vraiment sympa. Olivier, je suis désolé, je te pose pas la question parce que j'ai trop peur de la réponse. Mais Alexis et Dany, puisque vous avez interviewé grands joueurs, vous auriez une anecdote d'interview chacun à nous raconter, ou ça peut être un entraîneur aussi, hein. Un truc Quel qui s'est pas type forcément passé d'anecdote? comme prévu. Bah, il parle de Créanga, par exemple. Créanga, avec son bandeau, on se dit c'est le guerrier quoi à la table. Et pourtant, c'est quelqu'un de très timide, Ah par oui. exemple. D'accord. Oui. Ah ouais. Moi, justement, sur Créanga, à la Coupe du Monde, Créanga se fait éliminer, je crois que c'était en quart de finale, c'est en 2006. Et je vais voir pour l'interviewer dans la zone des joueurs, là, quand il sortait. Et il me fait un petit signe, non, voilà, bon, voilà, pas très content d'avoir perdu. Il s'en va. Et j'interviewe le joueur qui représentait l'Amérique, je crois que c'était un Canadien, qui était 300e mondial. J'étais très content qu'on l'interviewe en Europe. Et puis, au bout de 10 minutes où je discute avec le Canadien, je sens une présence derrière moi. Bah, c'était Créanga qui avait pris sa douche et puis qui m'attendait. Il me dit, non, vas-y, prends ton temps, pas de problème. Ah, ok. Très, très, très sympathique, ouais. Quelqu'un de… Mais en général, les pongistes, les joueurs pros, alors je vais dire les pongistes européens, sont très accessibles et très sympas. Ouais. Très sympas. Ouais. Parce qu'en Chine, c'est pas le même état d'esprit. Mais c'est vrai ce que tu dis pour les championnats d'Europe. On m'a jamais refusé une photo, Ah oui, oui. un mot ou une discussion. Non, très sympa, très sympa. J'ai vu Timo Boll dans la même Coupe du Monde, alors qu'il est numéro 1 mondial à l'époque. Il vient, il se prend 2 raclés et puis et il passe 1 heure avec les gamins à signer des autographes avec la banane, quoi. Ouais. Exceptionnel. Bon, après c'est Timo Boll, il est un peu spécial, il est exceptionnel, mais c'est vraiment génial justement pour notre sport, ça. Alors, je vais revenir sur un autre aspect communication parce que tu parlais justement des réductions budgétaires, Olivier, sur le plan presse physique. J'ai connu une époque où les clubs avaient leur petit journal en interne pour raconter. Il y avait un portrait, il y avait les résultats, en effet, des progressions du mois, il y avait les résultats des équipes aussi, le petit mot du président, évidemment, c'était toujours. Alors j'ai connu Gédéon à Niort
Enfin, le journal s'appelait Gédéon. Je crois qu'il n'existe plus, hein. Ton futur club ne fait plus de Gédéon, hein. Eh ben, on va le Mais ils remettre. communiquent, t'inquiète pas, ils communiquent. Oui, 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 j'ai vu, c'est avec leurs partenaires et tout. Euh, et à Angoulême aussi, on en avait un parce que j'écrivais un petit article chaque mois avec Stéphane Pigeonnier qui est entraîneur du club, hein, qui du coup sur l'ordi faisait le nécessaire pour articuler tout ça et nous sortir un petit journal. Donc ça n'existe. Enfin, toi, Ça Alexis, existe dans ton encore un club, petit bout. Si, alors moi non, mais j'entends que dans d'autres clubs, j'ai entendu effectivement qu'ils ont toujours leur petit. Oui, même dernièrement dans un club, ils en ont créé. J'ai vu un petit journal. Ça se perd et après je dirais, c'est la normalité puisque finalement les formats de communication ont quand même évolué, ont changé. On parlait voilà des journaux papier. Bah oui, il y a encore des anciens qui lisent, mais disons que la majorité maintenant, on est sur d'autres formats. Donc je pense que ce que tu dis sur voilà, sur les petits interviews club, etc. C'est sur d'autres formats. ouais. Ça peut être des formats vidéo, par exemple, sur Instagram ou autre, où on va retrouver ce Oui. genre de choses. Petite vidéo d'une minute, 1 minute 20, où quelqu'un va se présenter, tout simplement, plutôt que de Alors, faire un article. c'est top parce qu'on n'en avait pas parlé en plus avant, Alexis. C'est top que tu parles d'Insta, les groupes WhatsApp, etc. Parce que pendant le Covid, ça s'est énormément développé, notamment pour garder le lien et c'était une très bonne chose. Et il y en a qui ont gardé ça. Je vois notamment des équipes qui ont carrément créé leur groupe qui, à la fin de chaque journée de championnat, font des petites interviews. Alors, ça s'est passé comment aujourd'hui et tout. Et qui font des petites vidéos et ça, c'est très sympa. Donc, pour rejoindre ce que tu dis, en fait, c'est pas tellement qu'il y a moins de com, c'est que maintenant on communique différemment, Alexis. Je pense qu'il y a beaucoup plus de communication qu'avant, ça c'est clair. On parlait il y a quelques minutes de la proximité des joueurs avec le public. Je suis Ouais. quand même malgré tout surpris qu'il n'y ait pas plus, tu vois, de joueurs pros, par exemple, qui communiquent envers leur public directement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça reste quand même très amateur aujourd'hui. Si tu prends des joueurs comme même bon, Krianga, ok, c'est d'hier, mais tu prends les joueurs d'aujourd'hui, ok, Alexis Lebrun a sa page qui est gérée par sa compagne, sa copine. Mais sinon, est-ce qu'il aurait sa page? Aujourd'hui, Félix n'a pas sa page. Voilà. Et ceux qui ont une page, je la trouve quand même, à part quelques-uns, mais c'est quand même assez amateur. On reste sur Carrément. des formats. Tu prends un joueur comme Simon Gauzy, il fait ça comme lui-même. C'est amateur. Aujourd'hui, on fait peut-être des formations où on dit aux joueurs, attention, les réseaux sociaux, c'est dangereux. Mais au tennis de table, on leur dit pas, c'est bien les réseaux sociaux parce que ça peut vous aider aussi à créer votre propre com, Ouais. à vous identifier, à gérer votre communication, à passer des messages. Aujourd'hui, tu prends le numéro 15 français au tennis, il communique 1000 fois plus que Simon Gauzy. Voilà, et de manière professionnelle. Aujourd'hui, Simon, c'est lui qui va se prendre en photo dans sa chambre d'hôtel pour dire j'ai fait une compète, je suis content, je suis déçu, never give up, enfin voilà, hein, Vamos, ne jamais vamos. abandonner, et vamos, et voilà, c'est dommage, parce qu'en plus, la communication, après voilà, c'est un autre sujet, mais la communication peut être gratuite, mais peut être payante aussi. Tout dépend de ce que tu veux faire ou de quelles compétences tu as ou autour de toi. Voilà. Et c'est dommage côté tennis de table. Il y a des joueurs quand même qui se lancent, tu vois, qui créent leur propre réseau, comme Thibaut Boll en fin de carrière, qui après, il faut savoir c'est Enzo Angles qui a plus d'infos, qui pourra nous le dire, mais il y a quand même une équipe derrière. Ouais. Enzo fait ses propres publications et c'est plutôt quand même pas mal fait. Il y a quand même beaucoup d'infos qu'il donne. Il y a des choses, bien entendu, qui peuvent être améliorées, mais c'est un bon début. Ibrahim Adio, c'est pareil. Voilà, donc il y a des choses qui sont bien. Il y a plus de communication qu'hier, ça c'est clair, mais il y a quand même des choses qu'on pourrait largement améliorer. Voilà. Alors, j'ai appris récemment que au football, hein, le Paris Saint-Germain était le cinquième ou quatrième club européen le plus connu sur les réseaux sociaux, avec évidemment devant eux Barcelone, le Real de Madrid, Manchester United. Et c'est surtout depuis que Messi, qui lui avait justement énormément d'abonnés, a intégré le club. Olivier, est-ce que vous avez des joueurs qui vous sollicitent ou est-ce que tu as eu à une époque des joueurs
qui sollicitaient pour te dire, bah tiens, faudrait parler de tel événement ou de tel autre pour Aucun. Non, non, mais vraiment dommage. vraiment aucun. Si je suis pas, si on suit pas l'actu, personne ne demande quoi que ce soit. Donc, soit tu suis l'actu à fond et puis tu parles du tennis de table du mieux que tu peux, soit on n'en parle pas, quoi. Mais vraiment, non, zéro joueur m'ont sollicité. Que ce soit, je sais pas, il y en a eu, hein, Emmanuel Le Besson, Oui, Rémi Gaud. Si tu les suis pas, ils te sollicitent pas. d'accord. Ouais. Voilà, ils t'appellent pas. Enfin, si, je peux les appeler, ils répondent évidemment. Hein. Ça c'est pas, mais ils t'appellent pas pour te dire j'ai fait ça, je fais ça. Non, c'est pas dans la mode pongiste. Hein. Je crois pas. Oui, c'est vrai. C'est dommage, hein, parce que là, Ouais, je rate des compètes encore. Hein. Maintenant, on a encore des internationaux dans les Deux-Sèvres. Si je cherche pas, que les entraîneurs m'appellent pas, je trouve pas, je rate des choses et on n'en parle pas, quoi. Parce que quand on pense à licenciation, évidemment, ça passe par les valeurs, enfin je pense au rugby, mais les valeurs que véhicule notre sport, les résultats, on veut faire de notre fils un champion, etc. Donc tout ça, évidemment, ça passe par de la communication aussi à la base, dans le sens où, enfin, je m'explique, et notamment sur ce que tu disais sur les supports numériques et autres. Tout ça, ça va attirer un public d'avertis, d'initiés. C'est déjà des gens qui sont convaincus en fait et qui pratiquent le sport. Donc, peut-être leurs parents, leurs frères, leurs amis, le cercle proche, mais je dirais pas plus que ça. Par contre, comment est-ce qu'on fait pour attirer des gens? Ben voilà, je fais pas de football moi, mais je sais qui a gagné la Ligue des Champions, je sais qui a gagné la Ligue des Nations récemment, je sais qui a marqué le penalty hier. Voilà, comment on fait pour toucher ce public qui est pas directement concerné par le tennis de table? Si vous avez des idées, si vous avez des expériences, des... Moi, je te dirais, par exemple, personnellement, mes vidéos s'adressent aux pongistes. Donc, par rapport à ta question, je te dirais, c'est pas forcément voilà, le type de création que je fais, c'est vraiment pour les pongistes. Tu vois, quand on parle de la blessure de Alexandre Robineau, ça va pas attirer le mec qui fait pas de ping-pong. Mais ce qui marche plutôt bien, et ça, on l'a vu pendant le Covid, c'est les trick shots, les choses comme ça. Ça prend énormément de vues. Voilà, du coup, bah oui, ça fonctionne. Voilà. Euh, voilà, les trickshots par exemple, oui. Moi, j'ai rien à dire. Hein. Hélas. Hein. Ben si, toi, parce que tu vas t'es entraîneur aussi, tu vas dans les écoles. Oui, mais on touche que les pongistes, si tu veux, ou alors les écoles, enfin, tout ce que des choses qui sortent de l'ordinaire, quoi. Des choses qui. Mais tu vois, par exemple, moi j'ai trouvé ça sympa. Ils ont fait un championnat du monde de garçons de café. Bah moi je trouve ça génial. Voilà, championnat du monde garçon de café. Tu fais ça en vidéo, tu sais que les gens vont regarder. Au ping-pong, tu arrives à faire un truc, tu vois. Alors c'était un fake, mais je me suis dit mais un fake, mais en fait tu l'aurais fait, ça se trouve cartonné. Ils avaient annoncé sur je sais plus quel réseau, quelqu'un qui avait annoncé qu'il y avait le championnat du monde de ping-pong aquatique, à Paris. Je sais plus, j'avais vu ça et franchement j'y ai cru. Parce que je me suis. Tu dois arbitrer ça. C'est interdit de te baigner dans la Seine. Tu peux pas mais justement, c'est excellent. C'est excellent. Ça marche, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu regardes l'équipe, ils vont faire les caisses à savon là. C'est malheureux, hein, mais ça marche. Où tu mets. Moi, je vois des jeunes là qui regardent des vidéos pendant 1 heure d'un hamster qui essaye de sortir de son labyrinthe. C'est malheureux, mais parfois pour attirer un public, faut trouver des nouvelles choses, des trucs un peu, excuse-moi, mais cons. Et les gens regardent malheureusement ou pas. Il y a ça, et puis je pense que on le voit avec les frères Lebrun là où on en parle un petit peu au niveau national. Il faut des locomotives comme on a eu Gatien dans les années 90, mais ça n'a pas non plus explosé même avec Gatien. Je me souviens quand Gatien a eu son titre avec Göteborg, on a eu une petite interview dans Stade 2 et puis c'est tout quoi. C'était pas non plus l'explosion. Hein. Alors, je me souviens des commentaires de Pierre Fula sur. Oui, voilà. Quand il citait les noms des Chinois, Ma Wenge. Quand j'étais au Crêpes, on regardait les matchs, mais on éteignait le son. Hein. D'accord. Par contre, tu vois, j'ai réfléchi justement à cette locomotive Lebrun parce que c'est vrai que, allez, je reviens à 5 ans en arrière. 5 ans en arrière, globalement, hein, on connaissait pas trop les Lebrun. On savait pas trop ce que ça allait donner en tout cas.
Je parle pas détection fédé, mais je parle du grand public en général. Et, euh, et donc, ils ont explosé, tant mieux. Là, ça génère, enfin, on est tous solidaires derrière eux, du moins je l'espère. Et je vois l'équipe TV qui arrive dessus. Je les vois en interview aussi chez Elisabeth Lemoine, là, je sais plus, c'est à vous, je crois. Enfin bon. Et mais je me dis le fait que ça passe dans l'équipe TV, donc sur Internet, c'est pas forcément nous rendre service en termes de médiatisation, c'est peut-être plus s'accaparer notre public pour faire de l'audience. Tu vois, dans le sens où il n'y a pas vraiment de communication. Hein. Donc, pour aller chercher cette information sur Internet, il faut être pongiste, il faut être un public averti. Par contre, tu passes ça sur l'équipe 21 ou même, je rêve, sur TF1 en prime time. Là, évidemment, la retombée, elle est pour nous, quoi. Elle est pour les pongistes. On va attirer du nouveau public. Mais il faudra qu'on ait des joueurs dans le top mondial pendant plusieurs années, de nombreuses années, pour justement que les gens soient habitués à entendre parler des résultats du tennis de table. D'accord. On a eu Gatien. Ouais. Ensuite, il y a quand même eu un grand vide, hein, même si on a eu des joueurs qui ont eu des résultats. Hein. Et puis, bon, maintenant, on a les frères Lebrun qui sont un peu mis en lumière. Mais je veux dire, il faut que ça dure. Il faut que ça dure. D'accord. Donc, l'importance des résultats pour créer de l'engouement et oui, créer... je pense, ouais. Je pense. Donc, on n'a pas un sport qui, en soi, rebute. Parce que, enfin, moi, tous ceux qui ont essayé de tennis de table, ils aiment bien. À regarder, c'est peut-être un peu plus compliqué. Moi, je t'avoue, même pour moi, une fois que j'ai vu deux, trois parties d'affilée, je sature. Et encore, on peut souligner quand même maintenant que c'est beaucoup mieux filmé qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, c'était une purge à regarder. C'était une purge. Maintenant, bon, moi, je vis à l'étranger, donc je peux pas regarder l'équipe 21, donc je la regarde sur YouTube. Mais je veux dire, c'est quand même de qualité. C'est quand même de qualité maintenant. C'est beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus agréable. Olivier? Ouais, je pense que il faudrait que la Fédé mette le paquet sur les Lebrun pour qu'on surfe sur la dynamique actuelle. Après, pour eux, c'est pas facile parce qu'il y a les JO dans un an. Mais si on veut faire parler de nous en dehors, voilà, ils surfent sur une vague énorme. Si on veut parler du tennis de table français, il faut que la Fédé mette le paquet, quoi. Après, on les voit quand même partout. Oui, je sais, mais il faut encore plus, tu vois, si tu veux. Il faut que la Fédé insiste, qu'ils sortent partout. Mais je sais que c'est J-1, une année moins 1 avant les Jeux Olympiques, donc c'est compliqué. Après, c'est toujours dangereux dans la vie d'un sportif. On répond aux sollicitations, mais on peut pas répondre à tout le monde parce que tu peux pas répondre à tout le monde. Et puis, il faut pas oublier, c'est temporaire. On sait pas combien de temps ça va durer. Peut-être je leur souhaite que ça dure le plus longtemps possible, mais on n'est pas à l'abri dans une carrière, voilà, d'avoir des mauvais résultats, de plus toucher une bille, de se blesser. Et pour ça, il faut continuer à travailler. Et ça, je dirais, pour les sportifs, eux, c'est le plus important. Je pense que c'est le plus important. Que d'être appelé à prendre le train pour aller à Paris et faire un tournage, même si c'est très important aussi, et bien sûr, pour la Fédé surtout, pour eux aussi, mais plus pour la Fédé, je pense. Et je pense qu'aujourd'hui, la Fédé, quand même, ils surfent beaucoup sur la vague Lebrun. Et tant mieux pour eux, pour le ping, pour nous. Mais c'est vrai que tout peut s'arrêter. Voilà, tout peut s'arrêter. Alors, oui, on est d'accord là-dessus. Ouais, après, c'est notre belle vague en ce moment, si tu veux. Donc, oui, surfer dessus, quoi. Si on n'y va pas maintenant, je pense on a parlé de Gatien tout à l'heure, c'était magnifique et tout. D'ailleurs, la salle de Noailles-les-Aubiers, l'Agdar, elle s'appelle Jean-Philippe Gatien en 1995. Yes. À Angoulême aussi, au TTGF, c'est la salle Jean-Philippe Gatien. Mince, on dérive encore. Mais il faut surfer sur les Lebrun. Ah oui, pardon. Avant qu'on appelle une salle Félix et Alexis Lebrun. Mais ça arrivera peut-être. Ça arrivera peut-être. Gatien était vivant, champion du monde en 93. Il est toujours vivant, hein, Gatien. Il est toujours vivant. Et en 95, la salle de Noailles-les-Aubiers. Bon. D'accord. Bon. Une petite pensée pour Jean-Philippe Gatien, d'ailleurs. Je sais plus. Ah oui, si. On parlait de la Fédé. Super important parce que c'est quand même l'organe principal des États en France. Il y a quand même du travail qui est fait en termes alors je dirais pas en termes de communication, mais c'est joué avec la recherche de partenaires, les écoles. Donc il y a le slogan une table, une école. Gilles Herbe a justement pas mal communiqué là-dessus. Alors c'est vrai que derrière,
on a aussi le phénomène Lebrun. Donc, il y a une convergence en fait d'événements qui font qu'on parle davantage de tennis de table. Il y a, enfin, Oui. parce que je bloque un peu parce que par rapport au JO, tu disais on est à moins d'un an, mais je reviens sur ce truc. On parle pas beaucoup de cet événement JO en fait. Enfin, je veux dire, moi, j'aimerais bien avoir tu sais, un peu comme quand on sait qu'on va en finale dans un sport, avoir cet élan national, des événements locaux, les villes, peut-être parce que c'est trop tôt, même si pour moi un an c'est super court. Je t'arrête. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Hein. Oui, alors voilà. Aujourd'hui, on en parle par rapport aux perquisitions, enfin aux suspicions de perquisition, soyons prudents, enfin aux suspicions de marché attribué, de favoritisme et autres. Mais tu as raison, Dany, c'est ce que je me suis dit aujourd'hui. Je dis mince, on parle déjà si peu. Joli sponsor, Gewo, bonjour. Attends, j'ai oublié. Il est en contrat. Regarde, Mr. Ping. Ah oui, Mr. Ping, voilà. Ah oui, je lui avais dit que je ferais un clin d'œil à Guillaume. Non, mais très bien, et on rend hommage aussi à Butterfly, Tibar et. Ah non. Ah bon, on est obligé, on n'est pas sponsorisé, nous. Donc. Moi non plus. Voilà. Mince. Et, pardon, tu sens qu'il manque de l'engouement, quoi, autour des JO. Ouais, exactement. Alors, on en parlera peut-être pendant le Ping Tour. Là, tu vois, les Jeux méditerranéens, par exemple, les Jeux européens, là, qui vont avoir lieu, il y a différentes disciplines et j'ai vu dans l'équipe qu'ils allaient accorder des créneaux au tennis de table. Tant mieux. Mais en matière enfin, je vois les pages des JO, ça communique, les volontaires et autres, mais je vois des mini-Jeux olympiques, par exemple, dans une ville, un village, est-ce que ça existe, ça? Pas encore. Enfin, tu vois, j'aimerais bien qu'on profite même de cet Alors, été. il y a, même si je vis à l'étranger, j'ai toujours des contacts avec Facebook, etc. J'ai vu qu'il y avait des journées olympiques qui étaient organisées dans la petite ville où j'habitais, où j'avais mon club. Donc, bientôt, ils vont organiser des espèces, justement, de mini-Jeux olympiques avec Génial. plusieurs disciplines. Alors, bon, je connais pas plus de détails, mais j'ai vu l'affiche. C'est quoi la ville? Vassy, en Haute-Marne. D'accord, Vassy. Connu pour son massacre de protestants pendant la guerre des religions. Voilà. Mais donc oui, apparemment ça existe. Hein. Apparemment ça. À Paris, au mois de septembre, tu as le Famille-Athlon tous les ans, donc sur le Champ de Mars qui est organisé avec pas mal de sports justement olympiques. Tu parlais tout à l'heure du ping en extérieur, de pas mal de dérivés du ping-pong en compétition qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est vrai que la fédération, alors j'utilise le mot éparpillé, mais moi je trouve que c'est une bonne chose déjà d'être partout, partout. Je trouve que, alors c'est les dirigeants, tu vois, on parlait des clubs ou quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup de dirigeants qui sont fermés. Moi personnellement, j'aime la compétition, je fais un peu de compétition encore, mais par exemple, tu me demandes de jouer en extérieur. Oui, je prends une raquette, je joue avec toi. Je prends pas forcément aussi juste pour rigoler, faire voilà, dégommer un truc sur la table, faire 3 échanges, mais je vais pas jouer une demi-heure dehors. Voilà. Mais je pense que quand tu es dirigeant de club, tu dois être ouvert. Voilà. Ne pas penser qu'à toi personnellement parce que tu aimes la compétition et les belles tables et les belles salles. Il faut penser à tout ce qui peut se rattacher de près ou de loin au tennis de table. Voilà. À l'offre pour les sorties. Alexis, je ne sais pas si ça s'est refait ensuite, mais juste avant que je quitte la France, j'avais couvert, la Fédé avait organisé une démonstration, une opération sans table au Stade de France. Oui, j'y étais. Voilà. Avec Jacques Secrétin et Jean-Philippe Gatien. Ah ben voilà, justement, j'avais eu l'occasion d'interviewer. 2010, sans table, le chiffre 100, tu veux dire. Ouais. D'ailleurs, je m'attendais à un stade rempli de tables et en fait, ça faisait assez vide sans table. Oui, c'est vrai. Ça faisait pas beaucoup, c'était juste une table tout autour sur. Parce qu'il y avait des mini-tables aussi. Ouais. Et ça, c'était pas mal, c'était sympa, parce que les gens pouvaient participer et jouer. Et ils pouvaient même jouer justement avec Jacques Secrétin qui avait joué toute la journée quasiment là-bas. Et pour l'anecdote, justement, tu demandais des anecdotes. Je lui avais demandé, mais je dis comment vous faites à votre âge pour jouer comme ça. Et il faisait un cagnard pas possible. Et il m'avait regardé et puis il me dit la bière du Nord.
Alors, ouais, Mais voilà, c'est bien que je trouve que voilà que la Fédé s'ouvre sur plein de disciplines. Après, oui, on peut se poser peut-être la question de savoir pourquoi autant d'énergie sur. Moi, je trouve ça bien, voilà, qu'on s'ouvre en tout cas sur plein de choses pour toucher tous les publics possibles et que demain, peut-être que quelqu'un, parce que bah, il y a des personnes qui font aujourd'hui de la compétition qui ont commencé dans un parc en extérieur avec du vent. Voilà, donc ouais. il faut s'intéresser à ces gens. Et je Ah, mais c'est pense, alors vrai. ça c'est juste une mini critique par rapport à la Fédé, mais je pense qu'ils réagissent toujours par rapport à la licence. Je pense qu'il faut arrêter de penser, même si on est tenu par un nombre de licences par rapport au ministère, de combien tu as de licences. Ça, on te demande des C'est chiffres. ça. Mais je C'est pense pas qu'il faut arrêter de pratique. penser, quand tu fais, entre guillemets, ta politique, arrêter de penser toujours, est-ce que ça va me rapporter des licenciés ou pas? Peut-être, peut-être pas. Mais tant que moi, personnellement, je sais pas, tu vois, si je prends dans mon entourage, dans mon club, et qu'il y a des personnes qui prennent juste plaisir à jouer une fois au ping-pong pendant 1 heure, dehors ou à l'intérieur, bah, moi, ça me fait plaisir. Et que peut-être dans 10 ans, bah, ces personnes prendront une licence ou pas. Mais à partir du moment où Mais tu te fais plaisir en tant que dirigeant parce que tu fais plaisir aux autres, bah moi, c'est le principal. on a quelqu'un à la Fédé qui s'intéresse aux nouvelles pratiques, pour rejoindre ce que tu dis, Alexis. Parce qu'elle est venue au tournoi des cuisses salées, notamment à Guérande. Bonjour Daniel et Denis. Euh, et justement, ce que tu disais me faisait réfléchir parce que je pensais à quelqu'un qu'on a bien connu, Olivier, c'est Manu Fougère, qui, lui, bah, des fois sur grande table, prenait la petite raquette et jouait avec, ou à l'inverse, pouvait regrouper. Moi, l'ultimate, enfin, nous, on faisait ça à la salle quand on pouvait, à la fin de l'entraînement. Ça énervait les entraîneurs parce que bon, on n'était pas là pour ça. Puis pour ranger le matériel après. Mais voilà, on trafiquait les choses pour jouer au tennis de table différemment. J'ai vu des gens, il y avait un tournoi des poils, je crois, ou des gens qui jouaient avec des Oui, poils. Il y en a partout, vers ouais. Nantes, ça, j'ai déjà vu, ouais. Voilà, Nantes, ouais. J'ai organisé ça pour les 10 ans de mon club, moi. ça va être très bien. J'ai vu des gens jouer avec des assiettes aussi, du côté de Saint-Médard de Doulon. Mais c'est vrai que je suis totalement d'accord que ce soit Alzheimer aussi ou d'autres. Plus on multipliera, plus on pourra faire un conjuguer notre sport en différentes petites disciplines et plus on arrivera à toucher un public. Mais après, c'est vrai que là où je rejoins la Fédé, le tronc quand même commun et ce qui nous rassemble tous, ça reste quand même le tennis de table et pouvoir ramener de la licenciation. Sinon, le socle de licenciés va se dissoudre. Tu vois, ça peut faire l'effet inverse aussi. Oui, mais Alors je que là, pense que ce que voulait dire Alexis, c'est que quand tu communiques, tu ne penses pas en premier à ta licenciation, tu penses à la communication, à ouais, informer les gens. oui, oui, Après, clairement. la licenciation, ça va en découler, ça va en découler. Naturellement. Mais il faut justement informer, communiquer et aussi bien sur les nouvelles pratiques, sur de nouveaux médias, les médias actuels que les jeunes regardent. Et voilà, il faut passer par tout ça. Bien sûr, après, la licenciation, ça reste la base. Ouais. Ah, Sans licencier, il n'y a plus de fédé. Hein. Ouais, donc ne pas forcément penser qu'à la licenciation et permettre aux gens d'avoir un accès. Et après, si ça les intéresse, oui, venir au tennis de table. C'est ce que tu voulais, Alexis, c'est ça? c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Et après, sur la communication, on a quand même bien progressé, que ce soit les clubs ou la fédération, on a quand même tous progressé. Voilà, bien sûr qu'il y a des choses encore à améliorer, mais on a quand même fait un grand pas. Encore beaucoup de choses pour moi, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à améliorer. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de, tu vois, on parle d'Olivier euh, qui représente aussi la presse. Je pense que les clubs, ils attendent trop, en fait, de la presse, de dire, bah, tiens, il y a personne qui vient ou quoi. Mais, il y a plein de sports, plein d'événements à couvrir. Comment tu vas faire pour intéresser la presse? Et parfois, bah, faut mettre la main à la poche. Parfois, la communication, ça peut être aussi payant. Faut pas attendre forcément que un journaliste vienne chez toi ou de la presse. Voilà, parfois, à toi de créer ta com pour intéresser l'environnement à s'intéresser ensuite à toi. Ouais, et Enfin, que c'est ça ce que devienne je une pense. évidence, en fait, Alors, pour la sans presse. forcément mettre la main à la poche, il y a une chose qui est facile à faire pour les clubs, parce que bah, les journaux peuvent pas envoyer un journaliste ou un correspondant de presse partout. Bah, vous faites toutes les semaines, quand vous avez quelque chose dans votre club, au niveau club, départemental, régional, vous faites une photo,
Bon, si vous savez pas écrire un article, vous mettez toutes les infos dans l'email, vous envoyez ça. S'ils ont de la place, un petit encart, hop, ils le mettront, hein. Des fois, ils ont un trou, hein. Donc Oui, ça, Confirme, ça peut être, Alexis. ça de peut moins être en pas moins de mal. trous. Ouais, il y a de moins en moins de Trou. trous parce qu'il y a de Oh, il y moins a en de moins moins de en moins. pages. Après c'est par connaissance, ouais, tu peux y arriver ou pas. Mais même Voilà, par ouais. connaissance, ça devient de plus en plus compliqué, hein. Mais vous Mais savez, on parle beaucoup de communication, etc. Et pourtant, enfin, moi, quand on va me parler d'un club, on va me dire, ah ouais, ce club, ou alors, ce club super, un formateur, etc. Ça dégage quelque chose. Cet entraîneur, il est top, il t'accueille. Finalement, sans parler de support, en fait, de, de médias ou d'extrapoler de trop, notre premier vecteur de communication, est-ce que c'est pas aussi notre savoir-être déjà entre pongistes, déjà comme on accueille le. Moi, tu vois, enfin, c'est con, mais Manu Fougère, qui était le meilleur joueur du club à l'époque, ben, c'est au début ça se frictionnait, mais c'est très vite devenu un copain. Donc pour moi, enfin, pour être adopté à Souchet à l'époque, c'était formidable d'être copain avec lui. Et je l'ai rendu après à Sébastien Obino. Enfin, Chidelon vous connaissez pas, mais Olivier connaît. Quand il est arrivé à Souchet, ben je l'ai accueilli et la licenciation. Enfin, ça peut aider aussi à la licenciation, ça. Et c'est ce que finalement ton club va dégager en termes de convivialité, en termes d'accompagnement aussi. Olivier, je sais que toi, tu es parfaitement comme ça et qu'est-ce que tu penses de ça Ah, je suis d'accord avec ce que tu dis là. Parce que tu es comme ça aussi, de toute façon. Je suis encore entraîneur dans 3 clubs là, dont maintenant je suis retourné à Parthenay, mon club d'enfance. Et c'est ce qu'on essaye de développer, la convivialité, l'accueil, que les gens se sentent bien en jouant au tennis de table. Voilà, donc ça c'est hyper, hyper important. Mais n'empêche que la com, C'est ouais, le premier, effectivement. Mais ça, voilà, quand tu as des licenciés, mais après, tu veux parfois aussi communiquer envers des institutions, des personnes qui ne prendront pas de licence chez toi. Et Des tu sais que ces partenaires, personnes, effectivement. aussi des partenaires, mettre en avant. Et tu sais que ces personnes ou ces institutions vont pouvoir faire quelque chose pour toi aussi, ou font déjà quelque chose en échange. Voilà. Donc, oui, effectivement, c'est bien voilà, de bien recevoir, etc. Ça, c'est très important pour ton public. Mais il est vrai que la communication après pour toucher des personnes euh, qui ont voilà de l'importance et qui voilà à travers une ville ou quoi, c'est aussi très 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 important. je vais rebondir sur ce que Denis, disait Alexis tout à l'heure, oui. sur nos joueurs qui n'ont pas justement d'équipe de com autour d'eux, qui n'ont pas forcément de visibilité sur les réseaux sociaux. Alors c'est pas le tennis de table, mais c'est le tennis. Je m'intéresse également au tennis comme spectateur, hein. Mais vous irez voir la page YouTube d'un joueur qui s'appelle Jules Marie. Je connais, ouais, j'ai vu déjà. Voilà. C'est top. Et justement, c'est pas un joueur professionnel, hein. Il est 300 ou 250e mondial. Il joue les petits tournois ATP. Par contre, sa page YouTube, ses vidéos, bah, c'est d'un niveau pro, hein. Ah oui. On suit le. Je veux dire, bon, ok, moi je vais regarder la finale de Roland Garros. J'adore Djokovic. Ouais, ouais, Jules Marie joue pas du tout comme Djokovic. ouais. Mais par contre, je pense qu'il a plus de sponsors que nos meilleurs joueurs nationaux, hein, parce qu'il a une D'accord. visibilité sur YouTube qui est Exactement. incroyable, qui est incroyable. Et Euh, il a même des joueurs qui viennent, enfin des joueurs, des spectateurs, des gens qui suivent sa page YouTube, qui vont le voir en tournoi. Et là, il a passé une journée à Roland-Garros, par exemple, à rencontrer ses sponsors. Et il a des sponsors importants, apparemment. Donc, Regarde Adam Bobro, qui est pas joueur professionnel, qui est commentateur de l'ITTF, bah, que j'ai vu la semaine dernière. Il a 1 200 000 followers. Pourquoi? Il joue avec tout le monde. Il fait des coups, son snake en dessous de la table. Et c'est des trucs qu'à haut niveau, bah, tu vois très peu, à part quelques joueurs qui s'amusent et qui ont un style de ouais. jeu plutôt sympa. Mais il a beaucoup de succès. Voilà, et il communique, et il fait des trucs super au Super ping-pong. héros, ouais. Euh, En parlant toujours de communication, je voudrais juste rendre hommage Ouais. à certains clubs. Et parce que pour moi, ma vision, en fait, c'est que quand tu as un club, il y a une histoire qui peut avoir 5 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans. Là, on a fêté, j'ai vu les 90 ans de Salindre avec Jean-Philippe Gatien et les Lebrun.
Et pour moi, en fait, quand tu rentres dans une salle de ping, tu dois sentir cette histoire. Voilà. Et je trouve il y a pas beaucoup de salles où on sent cette histoire. Et je vais citer deux, trois clubs comme ça, mais un principalement, c'est le club de Levallois, voilà, qui a été 17 fois champion de France. Mais quand tu rentres dans cette salle à Levallois, tout de suite t'as la coupe Nancy Evans. Enfin, tu vois tous les maillots affichés de l'année 1994, 95, 96 encadrés. Bah moi, je trouve ça en termes de com, c'est magnifique. Tu rentres dans une salle, tu sens l'histoire. Et moi qui fais de la vidéo et de la photo, et bah c'est vrai que je me dis quand tu as des résultats, tu es champion de France, tu es champion d'Europe, champion de ceci, champion de cela, si tu rien pour montrer, tu aucun support, bah finalement à quoi bon? Tu écris l'histoire pour toi parce que ceux de demain, ils la verront pas, ils la connaîtront peut-être Ouais. dans quelques écrits, mais si t'es pas capable de raconter cette histoire, que ce soit à travers dans ta salle ou sur d'autres supports informatiques, bah, je trouve ça dommage en fait de pas faire partager cette historique. Des Voilà, symboles visuels, quoi. Ouais, et c'est puis ça exactement. Ouais. Le Valois, même chose, juste avant de quitter la France, j'étais allé couvrir le tournoi de Levallois. Ça Le Grand faisait Prix, Ah ouais, ça faisait plaisir de voir une salle pleine déjà. Et c'était un véritable show, quoi. Un véritable show. Et c'est ça. c'était absolument énorme, énorme. Avec des choses nouvelles, novatrices, comme Ah oui, oui, ce oui. qu'on avait l'oreillette où on entendait Jean-Philippe Gatien qui jouait sur Jean-Michel Sèvres, où bah c'était de l'humour ou quoi. C'est vrai que c'était Ils avaient également mis, c'était un match Gauzy contre, je ne sais plus, bah, peut-être bien Gatien. Ils avaient mis également la fréquence cardiaque oui, ouais, pour exact. montrer. Ils envoyaient des t-shirts dans le public avec Des rouleaux, pouf, voilà. comprès, ouais, Ah oui, j'ai avec de pris au l'air. volet, moi. Et puis il y avait un tableau quand même qui était Précis. vraiment impressionnant. Il y avait Timo Boll, il y avait Gauzy, il y Ouais. avait Schlager, Timo Boll est venu. il y avait Ovtcharov. Ouais, exact. Ouais. D'ailleurs, tu parlais d'anecdotes tout à l'heure, Ouais. Lagdar. C'est une de mes anecdotes les plus marquantes. Ovtcharov au Grand Prix de Levallois revient après sa suspension pour dopage. Dopage. Et j'ai été le premier à l'interviewer après la fin de sa suspension. Il perd son match premier tour. Bon, il est pas au top. Hein, il a pas joué depuis plusieurs mois. Et j'arrive à le choper dans un couloir et je lui dis bah voilà comment ça s'est passé après cette période difficile. Et il éclate en sanglots quoi. Il éclate en sanglots quoi. C'est pour un journaliste déjà il m'a répondu. Ouais, ouais, Il ouais, y en a beaucoup qui m'auraient dit, écoute, t'es gentil, mais voilà. ouais, Hein. mais c'est pas beau. Mais déjà, il m'a répondu, puis il éclate en sanglots devant moi, quoi. Il répond à mes questions en pleurant. Et c'était vraiment un moment fort de ma carrière de journaliste pongiste. Juste, le mot a été cité plusieurs fois et je vous en remercie parce que c'était le dernier thème que je voulais aborder parce que les clubs ont un aspect financier aussi à gérer pour gérer leur com notamment. Et donc, il y a aussi la conséquence de ça qui est le partenariat, le sponsoring, communiquer pour avoir de nouveaux partenaires, mais aussi communiquer avec les nouveaux partenaires pour les inclure bah, dans les résultats, voilà. Euh, Quelqu'un veut dire quelque chose à ce sujet ou parce que je vois le Ouais, travail de Foura par exemple que j'ai découvert enfin le club je le connais depuis longtemps, Martine aussi, mais leur travail de communication c'était justement pendant le Covid ils ont passé différents partenaires toutes les semaines et ils les incluaient dans leur aventure et je pense même qu'ils ont été invités de toute façon aux rencontres. Et pour moi, ça fait partie de cet aspect communication. Alors évidemment, Alexis, comme tu l'as souligné tout à l'heure, c'est pas de la philanthropie. Elle est plus ou moins intéressée, mais ça reste du gagnant-gagnant. Tout le monde y gagne. De toute façon, les marques à faire parler d'elles dans un contexte favorable et les clubs justement à être accompagnés financièrement par ces sponsors. plus ou moins intéressé. Après, je pense que tu as des entreprises qui donnent du financier à des clubs, mais qui sont contents, qui attendent Justement. pas. Enfin, voilà, oui, un retour, c'est bien, mais qui sont juste contents d'aider un club de la région, par exemple, je pense, et du sportif.
Tu parlais de fois, oui, j'ai vu leur présenter, par exemple, quand il y a avant un match, la compo est présentée par tel partenaire, Ouais, et d'inclure effectivement dans leur com. Après, le job parce que pour moi, c'est un travail parce que ça prend beaucoup de temps de chercher des ouais. partenaires, c'est quand même, au tennis de table, c'est assez récent. Il y a effectivement quelques clubs pro qui ont décidé de créer des postes, entre guillemets, manager au sein du club, À et qui Caen, va par faire exemple. voilà, à Caen, par exemple, et qui va rechercher des partenaires, mais c'est quand même assez récent et il y a très peu de clubs qui le font. Voilà, oui, on parle toujours de chercher des partenaires, mais moi j'en connais des clubs qui me disent on cherche des partenaires, ça fait 15 ans, mais on n'en voit pas beaucoup Ouais, des partenaires chez eux. Donc c'est un grand mot. Et aujourd'hui, beaucoup de clubs pro, notamment, fonctionnent toujours grâce aux subventions publiques et en grande partie aux subventions publiques. Et je dirais que le problème, c'est que certains clubs, quand tu as le conseil régional qui te donne du financier, lui, ce qu'il va te demander en critère, c'est juste d'avoir une équipe en Pro A ou en Pro B. Voilà. Donc, tu as une équipe en Pro A, bah, tu vas avoir tant d'argent. Mais on va pas te dire, bah, tiens, si tu communiques, si tu fais des interviews, si tu fais des résumés de match, si tu communiques sur ton équipe, bah, tu auras tant. Voilà. Et du coup, c'est vrai que, même si encore une fois on progresse, mais il y a eu peut-être à un moment donné du désintérêt à se dire, bah tiens, pourquoi je vais communiquer si moi, tant que mon équipe elle est en Pro A, c'est le principal. Donc ouais, l'objectif, c'est d'être en Pro A. Et mon budget, je vais le consacrer à avoir des joueurs pour évoluer en Pro A. Pas forcément à me dire, bah tiens, c'est mon budget de 500 000, je vais consacrer 20 000 ou 30 000 pour la com. Voilà. Euh, Bah, mais d'ailleurs, ouais. ben, pour te rejoindre, citez-moi un club de Pro A qui communique vraiment. Enfin, ouais, je triche un peu parce que je suis de la région pour l'instant, enfin de la ligue. Je dirais la Romagne qui communique un peu sur son académie. Oui, Oui, mais qui À communique Brest. comment après? C'est encore ça. Tu prends Ouais. la Romagne, et j'aime beaucoup ce qu'ils font, quoi. Oui, oui, C'est amateur. ouais, Enfin voilà, c'est fait ouais, avec le téléphone portable. C'est toujours bien, hein, de faire des trucs, mais c'est fait avec le téléphone portable, et par certainement les joueurs, qui font eux-mêmes les montages. ouais, bien sûr. Voilà, c'est Ouais, toujours ouais. bien, mais ça reste amateur. Par le contre, club de Elbon, Niort, qui a été, ouais, excuse-moi, le club de Vas-y, Niort Alexis. s'est mis là récemment, là, la garde ton nouveau club là. Je ne sais pas si tu les suis évidemment, mais toutes les semaines, Niort, on a des si je nouveaux suis mon sponsors. club de Niort, et je l'ai jamais quitté, mon club de Niort. Non, non, mais je veux dire, et je rends hommage à Saint-Seb, et je les remercie encore de l'accueil qu'ils m'ont fait en Loire-Atlantique, mais, enfin, ils le savent de toute façon. Mais Niort, j'en avais discuté avec Johan Baribeau il y a 2 ans de ça. Et lui voulait mettre vraiment un coup de boost sur le partenariat. Il est jeune, il est même plus jeune que moi. C'est pas forcément une référence. Je veux dire, il avait vraiment envie d'avoir une nouvelle orientation sur le club, avec voilà, recherche de partenaires, travailler un peu sur le recrutement. Il y a Quentin Philly qui est revenu au club aussi pour apporter un peu de stabilité sportive, c'est une très bonne chose. Donc lui, il peut naviguer entre l'équipe 1 et l'équipe 2, Arnaud Droulin, etc. Donc une fois que le tronc sportif, si tu veux, était stabilisé, ben, il pouvait consacrer son énergie à tout ce qu'il y avait autour, recherche de partenaires, donc sponsoring, communication du club, vitrine, réseaux sociaux et autres. Mais ils ont progressé, hein. Franchement, toutes les semaines, tu as un nouveau sponsor, hein. C'est incroyable, hein. Moi, j'en reviens. Bah, je connais dans les autres mondes sportifs, le rugby, ça se pratique. Bah, c'est la com tous les jours. Le foot, c'est tous les jours, même en local, hein. Mais le tennis de table, en local, c'est hyper rare qu'il y ait des coms tous les jours, quoi. Ou toutes Mais les semaines, c'est déjà pas mal. j'en avais parlé avec l'ancien président de Beaufou. Alexis, tu avais un petit peu abordé le sujet tout à l'heure, ou c'est peut-être toi, Olivier. Ça dépend aussi du tissu économique local, finalement. Dans le sens où bah, Beaufou, si tu as, je sais plus, 800 habitants, enfin comme Bretignolles en Deux-Sèvres, voilà, si tu as peu d'entreprises, c'est vrai qu'il va falloir aller chercher beaucoup plus loin pour trouver des partenaires. Et donc là, on n'est plus sur une identité locale. Foura, c'est pareil, ils ont pas mal d'entreprises, d'agents immobiliers et autres qui sont dans le coin. Bah, Niort, j'ai envie de te dire, le jour où ils sont sponsorisés par les mutuelles type Massif, Maïf et MAF, il faudra inventer une super diff pour eux, hein, parce que je peux te dire que les autres ne suivront pas. Le Poitou-Charentes, c'est la deuxième place financière en France après Paris. Il Donc, n'y a, il y a pas que le tissu économique. Il y a aussi si le club est le club phare du coin.
Oui, Moi, Angers. quand j'étais plus jeune, on a le même âge, hein, Lagdar. Très bien. Quand j'étais plus jeune, je suis né dans une ville qui s'appelle Châlons-en-Champagne. Le club était en proie. Ils avaient des joueurs, Damien Eloi a joué là-bas, Jolo a joué là-bas, Jakubovic, Oui, si oui. ça te dit quelque chose. Ancien Par exemple, partenaire de Sergei Gouba, excuse-moi. voilà. Par exemple, en 93, Jakubovic, c'est le seul joueur qui bat Gatien en Super Division. Voilà, pour donner. Donc, ils étaient qualifiés en Coupe d'Europe. Ils étaient pas loin. Bon, il y avait Levallois, donc ils n'étaient pas champions de France, mais ils étaient sur le podium du championnat de France tous les ans. C'était la seule équipe de la ville. Ouais. Et puis le basket est monté en Pro A. Ben, Chalon, moi, je connais surtout par le basket. Hein. Voilà. Bon, maintenant, je crois que c'est Chalon-Reims, hein, c'est l'ESP Chalon-Reims. Mais à l'époque, c'était l'Espérance Chalon. Le club de tennis de table, bon, il y a eu des problèmes internes également, mais le club, je crois je veux pas dire de bêtises, mais ils doivent jouer en R1 ou en National 3 maintenant, alors que c'était, ils se tiraient la bourre avec Levallois, quoi. Donc, c'était Stéphanie Cliez aussi qui a joué là-bas. Ah. Donc, voilà, quand tu as une grosse écurie comme le basket, qui est quand même beaucoup plus populaire, l'ESP Chalon, ils te remplissaient la salle, c'était 4-5 000 personnes tous les week-ends. Le tennis de table, vis-à-vis des collectivités locales, oui, c'était bien. On a une équipe qui est dans le championnat de France, qui est en Coupe d'Europe, mais on a un sport malheureusement beaucoup moins populaire que le basket, le foot ou le rugby, quoi. Non, mais t'as raison. En plus, à l'époque où à Niort avec Claude Barre, on en parlait de ça, cette comparaison avec les autres sports et de se dire que dans ta ville, t'as intérêt, en effet, à faire partie des sports majeurs en termes de subventions notamment. Et on était bien content d'avoir notre Pro A féminine, alors que les Chamois niortais étaient en Division 2, quoi. Enfin, en Ligue 2. Ouais. Et c'est vrai que là, tu prends l'Île-de-France, il y a tellement de concurrence sur tous les sports que c'est compliqué d'avoir des médias qui parlent de toi. C'est très compliqué. Tu prends N-Bon, par exemple, à part Quimper qui a quelques kilomètres en filles, mais sinon, ils sont seuls, quoi. Après, tu as le football, effectivement, tu as Lorient qui est pas loin. Donc, mais sinon, voilà, c'est la locomotive du ping-pong en pro, donc forcément, ils peuvent avoir un atout. Voilà. Je suis sûr que c'est une question que vous avez posée à des gens qui ne font pas de tennis de table. Quel joueur de tennis de table vous connaissez? Et là, tu vois, dans mes connaissances qui ne connaissent rien au ping-pong, les Lebrun, ils connaissent. Oui, maintenant, ouais. Mais sinon, avant, même Gatien. Non, personne. Il y avait Secrétin. Voilà, c'était Secrétin. Le sketch de Coluche, notamment. Voilà. Justement, je vais reparler du Grand Prix de Levallois. J'avais interviewé Timo Boll et je lui avais posé la question parce qu'il avait été élu homme européen le plus sexy de l'année en Chine. Voilà, ouais. Ouais, non, mais ok. Mais tout ça pour lui, hein, mais tout ça pour dire que en Chine, Timo Boll, on le reconnaît dans la rue. Il va se promener. On vient de lui demander des autographes. Il est entouré de gens. Je prends l'exemple de Timo Boll parce que c'est lui que j'ai interviewé, mais je suis sûr que c'est la même chose pour Ovtcharov ou d'autres joueurs internationaux. Franchement, je pense que Timo Boll peut se promener tranquillement à Paris. On va pas venir le déranger. Donc voilà, il y a aussi la culture ping qui est pas la même en Asie et en Europe, quoi, malheureusement. Moi, j'étais surpris, c'était Nathalie Molin. Alors, je sais plus si c'est en interview ou en privé quand on a discuté. Il disait que l'engouement autour des Lebrun, c'était pas forcément en France qu'il a, entre guillemets, il l'a redouté, le fait que ça soit énorme. C'était en Asie. C'était en Asie, justement. Ça m'étonne pas. C'est ça qui est marrant. On avait parlé, ouais, c'est vrai. Quand il y a eu la finale de la Coupe du Monde en 2006, Eurosport a passé le match en différé parce qu'il y avait une finale de fléchettes qui n'était pas finie en direct, alors qu'on avait la Coupe du Monde à Paris. En comparaison, alors que c'était en pleine nuit en Chine, il y a eu 60 ou 70 millions de téléspectateurs. Là, c'est pas le même monde. Ah non, c'est pas. Après, voilà, c'est sport national, quoi. C'est sûr. Ça change tout. Ouais. Mais
Un ancien patron m'a parlé de tennis de table et il n'a pas parlé Lebrun, ouais. C'était l'été dernier et ah oui, il y a deux jeunes là qui sont bons et les Lebrun, j'ai vu. Et bon, voilà. Mais maintenant, oui, c'est tant mieux d'ailleurs. Hein. Ah, mais c'est sûr que c'est une locomotive formidable. Et le fait qu'ils soient frères, ça rajoute en plus, parce que comme disait Alexis, quand on écrit un article, c'est une histoire. Et là, justement, il y a une histoire, parce qu'ils sont frères. Et il y a le mythe. Apparemment, ils s'entendent très bien, mais ils sont également adversaires. On a vu la finale des championnats de France. Donc, c'est vraiment une belle histoire, quoi. Quelle que soit la fin, qu'elle soit bonne ou dramatique, ça sera une belle histoire. À écrire, j'entends. Hein. Alors, Dany, je suis d'accord, mais j'ai peur que dans le feuilleton Lebrun, on va dire, quelque part, on serait peut-être plus intéressé pour avoir du Cain et Abel, tu vois, du Rémus et Romulus, et qu'à un moment donné, bon là, ils sont jeunes, donc ils sont préservés, et puis je pense que les parents ont dû faire un superbe travail pour justement garder cet esprit fraternel et ce qui plaît, c'est qu'ils sont humbles aussi. Ça, je pense que c'est important. Ils ont la tête sur les épaules, très jeunes. Ils savent ce qu'ils font. Ça, c'est important aussi pour le public. J'espère qu'on le préservera à l'âge adulte, ça. Justement, quand ils vivront plus ensemble, quelque part, tu vois. Moi, je vois ça maintenant de loin, puisque, comme tu l'as dit, j'habite en Lettonie. Mais je les connais pas. Hein. Moi, je me suis arrêté à la génération Gauzy-Robineau. Hein. Mais ils ont l'air vraiment, comme tu disais, Alexis, humbles. Ils sont agréables à regarder, tant au niveau du jeu que, bon, j'ai regardé quelques vidéos où on les voit justement au championnat de France, je crois. Je veux dire, ils sont sympas. Je les connais pas. Hein. Non, mais c'est ça. Ils sont peut-être très désagréables en vrai. Mais ils sont sympas à regarder. Ils sont, voilà. Et ça peut donner qu'une bonne image. Et justement, on a une super locomotive. Faut y aller, quoi. Faut y aller. Ok. Tout à fait. Ça peut être un bon mot de la fin, ça. En tout cas, merci à tous les trois. Merci à toi aussi. Parce que. Oui, merci de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir. Ce thème de communication, déjà, il fallait en parler parce qu'on en parle dans les réseaux sociaux, dans les clubs et autres. Mais ça faisait quand même quelques temps qu'on l'avait et on avait un petit peu arrêté ces vidéos et c'est Alexis qui a relancé le truc et donc je te remercie Alexis d'avoir réimpulsé le sujet et je vous remercie tous les trois pour votre présence et votre expertise ce soir. On a essayé d'aborder, je vais juste rajouter le tournoi des gentlemen à l'époque pour parler de communication avec Jean Rochefort qui était le parrain, je crois. Donc Monsieur Purcar aussi, voilà. Et on a essayé de balayer. Et puis les As du ping. Et les As du ping, oui, maintenant qui fonctionnent bien. Donc. Mais c'est très large la communication parce que c'est ce qu'on voit pas, les clubs amateurs, les clubs professionnels, les institutions. C'est très large. Il y a plein de choses qui se passent en France, mais c'est un sujet très 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 vaste. Mais on voit quand même dans certains aspects, ça reste imbriqué, les clubs, le sponsoring, l'aspect local, la presse, la communication. Oui, tu vois qu'il y a certains clubs, tu vois, j'en ai en tête, la presse, tu sens que ça marche. Tu prends Caen, effectivement. Voilà, voilà, Fouras, effectivement. Tu sens, qu'il y a la presse, qu'il y a un engouement de la presse et on partage, les articles. On sent qu'il y a, il y a de la vie derrière, il y a de l'attente. Ça, tu le ressens, je trouve. Mais c'est vrai que c'est un sujet, très, très large. Et parfois, ce qui est dommage, c'est que tu vois qu'il y a un travail dans un club, puis il y a un peu moins l'année d'après, parce que ça dépend de personne. Voilà, c'est très variable. Ils vont lâcher le truc après, mais je pense que ça, c'est juste une chose. Aussi. Et une chose importante que je vais rajouter en dernier, j'ai entendu des clubs se plaindre, notamment professionnels, clubs pro, se plaindre d'attendre beaucoup de l'institution. Je pense que avant d'attendre de l'institution, montrer l'exemple, amener quelque chose de nouveau. Avant de dire que la fédération ne fait pas assez pour vous ou quoi, vous, qu'est-ce que vous apportez au tennis de table? Vous avez une équipe professionnelle. Nous cite Kennedy, là. Non, mais vous avez une équipe professionnelle. Qu'est-ce que vous apportez avec cette équipe professionnelle en termes de communication? Payer des joueurs, vous avez des subventions, très bien, payez, très bien. Vous avez trouvé des entreprises privées.
mais qu'est-ce que vous apportez en termes de contenu? Comment on fait pour s'intéresser à votre équipe? Quand vous avez des joueurs, notamment étrangers, qui viennent jouer chez vous, bah, il y a des histoires encore à raconter. Racontez-nous pourquoi ce joueur ou cette joueuse est chez vous. Quel est l'intérêt d'avoir ce joueur ou cette joueuse chez vous? Voilà, qu'est-ce que ça peut apporter à notre tennis de table? Et je pense qu'il y a plein d'histoires à raconter. Voilà. Faut que ce Et soit un il joueur faut pas qui reste attendre. plus longtemps que le match aussi. Ouais. Mais faut pas attendre. C'est pas la fédération qui va raconter l'histoire de ton club. La fédération va poser des bases de communication sur le télévisuel, sur voilà, en monocaméra, filmer ton match. L'aspect réglementaire aussi de la chose, l'organisation de la compétition. Mais tu vois, on parlait avec Dany du Grand Prix de Valois sur l'oreillette, les trucs. Allez-y. Enfin, après, c'est facile à dire, mais développez. Allez-y. Il y a plein de choses à faire. On peut apporter des choses. Il faut tenter. Il faut tenter. Voilà. Il faut le faire. Pour rebondir sur justement le fait qu'on soit des bénévoles et qu'il y a des nouvelles technologies, des nouveaux moyens de communication, bon, Internet, TikTok, etc. Il y a plein de jeunes maintenant c'est leur rêve d'être youtubeurs, de faire des vidéos, bon, de plus ou moins bonne qualité. Mais justement, les clubs peuvent peut-être essayer de s'appuyer sur ces jeunes-là pour travailler justement leur com. Ça peut être une des voies de développement des clubs. Ou s'adresser à des gens qui ont le matériel à disposition. Ah bah oui, là, c'est l'idéal. Des professionnels. Des devis pour toi, Alexis. Non, je suis pas là pour ça. Mais en tout cas, merci à tous. Merci à vous, c'était vraiment sympa, les gars, et à très bientôt. Au revoir. Ok, allez, ciao, ciao. Salut.